à tous et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité de la première partie, Fabien Roussel, et c'est le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, qui va vous succéder en seconde partie. Alors à 2 semaines tout juste du premier tour des élections municipales, doit-on avoir peur du coronavirus, Fabien Roussel? Quel est en tout cas aujourd'hui le scénario le plus vraisemblable? Les hôpitaux français pourront-ils répondre à l'urgence? Et puis au-delà, quelles peuvent être les conséquences économiques, sociales, peut-être aussi politiques de cette épidémie mondiale? En clair, est-ce que le coronavirus peut plonger le monde dans la récession et dans une crise sans précédent? Mais avant de vous interroger sur cette crise sanitaire, la politique, comment vous réagissez, Fabien Roussel, à la décision du gouvernement de recourir au 49.3 pour faire adopter le projet de loi de réforme des retraites? Bonjour. D'abord, je trouve que la décision d'utiliser le 49.3 est absolument inadmissible, dans la manière, dans la forme, comme sur le fond. Ils utilisent ce Conseil des ministres un samedi après-midi consacré normalement au coronavirus pour décider d'appliquer cette arme antidémocratique. Arme antidémocratique ? C'est une arme antidémocratique, c'est une arme létale qui tue le débat au sein de l'Assemblée nationale. C'est une disposition de la Constitution qui clôt le débat à l'Assemblée nationale et qui fait que le texte est adopté sans débat, sans vote à l'Assemblée nationale. Donc il est transféré directement au Sénat. Une précision, vous dites arme létale, arme antidémocratique, c'est quand même, comme vous le remarquez, un outil qui fait partie de la Constitution. En quoi c'est antidémocratique ? C'est antidémocratique parce que c'est un texte de loi fondamental qui est étudié, pour lequel d'ailleurs une majorité de Français se sont plutôt prononcés contre. Malgré tout, le gouvernement a décidé... D'après les sondages. D'après les sondages. Et aujourd'hui, malgré cette on est dans du 50-50. Malgré de nombreuses manifestations, le gouvernement fait le choix de le soumettre à la discussion à l'Assemblée nationale. Nous étions au débat sur l'article 8, ça veut dire qu'il y avait 7 articles qui ont été adoptés par la majorité des députés En Marche, puisqu'ils sont ultra majoritaires à l'Assemblée nationale. Il en restait 57. Il en restait encore une bonne cinquantaine à étudier. C'est la première fois que qu'un gouvernement utilise cette arme, alors qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, une majorité de députés qui votent comme des automatiques. Et donc, c'est utilisé pour faire adopter ce texte sans débat et dans l'urgence, alors qu'il n'y a pas urgence. C'est un texte de loi qui va frapper tous les salariés, du public comme du privé, toutes les générations, et qui a vocation à s'appliquer pour les 50 prochaines années. Il n'y avait pas d'urgence à faire adopter ce texte avec le 49.3. Ce gouvernement est malhonnête. Il utilise la crise sanitaire et le coronavirus. Il utilise le risque d'une épidémie dans notre pays pour faire passer son texte de loi en coulisses avec le 49.3. C'est véritablement une honte et méprisant pour l'ensemble des parlementaires. Alors une précision quand même sur le débat parlementaire. Donc avec Jean-Luc Mélenchon, avec le PS, vous dites donc qu'il s'agit quelque part d'un outil antidémocratique pour bâillonner l'opposition, le 49.3. Mais pourquoi, c'est une question qu'on peut se poser, avoir joué l'obstruction à l'Assemblée avec plus de 40 000 amendements. Il est vrai en grande partie présenté, débattu, proposé et par la France Insoumise, des amendements qui n'apportaient rien au débat. Pourquoi ? Il n'y a pas eu d'obstruction. Et quand même, vous demande 13 jours pour adopter. Je vous demande de me faire la démonstration de l'obstruction au sein de l'Assemblée nationale. Ce que nous avons fait, c'est déposer 10 000 amendements pour le groupe communiste, qui sont autant de possibilités pour nous de demander au gouvernement de faire la vérité sur son texte de loi. Ils n'ont toujours pas dit à quel âge les salariés du privé et du public partiront quand la réforme de retraite par points s'appliquera à 100% pour eux. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer sur le marché du travail en 2025, les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail en 2025, nous disons que selon l'étude d'impact qu'ils ont fait, ils devront travailler jusque 65, 66 ans. Et pour les travaux pénibles, jusque 63 ans. Sinon, ils vont subir une décote. Nous avons martelé les questions auprès du gouvernement pour qu'ils disent la vérité sur ces chiffres. Ils n'ont jamais voulu s'exprimer. Le Premier ministre a dit « il faudra travailler plus longtemps ». Nous voulons savoir quand, jusqu'à quel âge. Quelle sera la décote s'ils partent avant? Ils ne veulent pas dire la vérité. C'est
toute l'infamie de ce texte de loi. Non seulement ils ne disent pas la vérité, mais en plus ce texte de loi n'est pas financé. Et maintenant, Édouard Philippe, il était lui-même député dans l'opposition sous le gouvernement Hollande. Lui-même a dénoncé l'emploi du 49.3 quand c'était pour faire voter la loi Macron. Il a dénoncé l'usage de la force. Il a même posé une question d'actualité là-dessus en mai 2016. Donc lui-même dénonce l'usage du 49.3. Et lui-même, avec son groupe UMP, à l'époque, a déposé des milliers d'amendements contre le mariage pour tous, contre l'écart Macron, contre donc la loi travail. Eh bien, je ne vois pas pourquoi nous serions accusés de déposer des amendements et les défendre. C'est un droit constitutionnel, c'est le droit d'amendement, et nous l'utilisons comme c'est l'usage. Alors, autre question, autre débat dans le débat. Philippe Martinez annonce une mobilisation de la semaine prochaine une nouvelle fois contre la réforme, contre le projet de réforme des retraites. Le Parti communiste appelle aussi à manifester. Il faut dénoncer ce coup de force antidémocratique. Et c'est pour cela que le Parti communiste français appelle l'ensemble des salariés, ceux qui sont attachés à la démocratie et ceux qui ne souhaitent pas que ce texte de loi soit adopté, à se mobiliser massivement dès mardi après-midi, qui serait le jour où les motions de censure, notamment de la gauche, sera défendue à l'Assemblée nationale. Ce sera un jour important. Chaque député devra prendre sa responsabilité d'accepter ou pas ce coup de force du gouvernement. C'est pour ça que nous appelons les salariés à se mobiliser massivement mardi après-midi. Si c'est la date retenue, mais a priori, ce sera celle-là. Nous ne nous laisserons pas bâillonner. À défaut de nous serrer les mains, nous appelons à nous serrer les coudes. Alors, et il faudra être mobilisé massivement mardi après-midi prochain contre ce coup de force du gouvernement. Bon, mobiliser massivement contre ce que vous appelez le coup de force du gouvernement, c'est-à-dire dans la rue ou à l'intérieur des entreprises? Il faut se mobiliser à Paris, devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale ? Oui, pour dire que nous n'acceptons pas l'usage du 49.3, mais chaque salarié peut aussi décider, j'appelle y compris les militants communistes, les élus, ceux qui sont candidats aux élections municipales, à faire des délégations devant les préfectures pour interpeller les préfets, les représentants de l'État, pour dénoncer cet acte antidémocratique. Nous sommes là à 15 jours justement d'une élection importante. La démocratie, elle doit s'exprimer, et pas seulement aux élections locales, elle doit pouvoir s'exprimer au sein de l'Assemblée nationale, et le débat doit pouvoir aller à son terme. Vous vous rendez compte qu'on a eu seulement à peine 15 jours de débat sur un texte aussi long, aussi important. Le débat qui va revenir à l'Assemblée pour le second texte. Ce que ne veut pas le gouvernement, la vérité, c'est que le gouvernement veut faire adopter ce texte de loi en urgence, en procédure accélérée, car il a peur. Il a peur que le texte de loi revienne à l'Assemblée nationale en septembre et que la rentrée sociale se fasse là-dessus. Ce que veut le gouvernement, c'est que tout soit bâclé avant le mois de juin, enterré définitivement, car il a peur du mouvement social. Il a peur de la mobilisation des Français contre ce texte de loi dont tout le monde a vu qu'il serait nocif. Et une précision par rapport à l'appel à la mobilisation que vous venez de faire. Et on parlera du coronavirus tout à l'heure, mais les rassemblements, a priori, sont interdits dans le cadre de la mise en place contre le coronavirus. Est-ce que si ces manifestations entrent dans le cadre des interdictions, vous plierez à la volonté des services de santé du gouvernement ? J'ai bien vu la grosse manipulation du gouvernement, que je dénonce d'ailleurs. D'un côté, le gouvernement utilise le 49.3 et de l'autre, il interdirait les salariés à manifester parce que il y aurait le coronavirus. Mais pour l'instant, on ne sait pas ça. Ouais, mais c'est vraiment une grosse ficelle. Eh bien, écoutez, s'il le faisait, ça serait une grosse ficelle. S'il faut manifester avec un masque, on manifestera avec un masque, mais on ne nous mettra pas un bâillon sur la bouche. Et nous continuerons donc de nous exprimer et d'exprimer notre opposition à ce texte. Et en même temps, nous voulons dire que d'autres choix existent pour réformer notre système de retraite. Il y a une solution pour sortir de cette crise majeure. Une solution, c'est le référendum. Et il faut redonner la parole au peuple. Le peuple doit être souverain, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Au lieu de dire que nous n'avons pas de débat de fond à l'Assemblée nationale, nous proposons un grand débat dans tout le pays pendant un mois,
le temps d'organiser ce référendum et de demander aux Français si, oui ou non, ils veulent la réforme de retraite par points proposée par ce gouvernement. Et ce sera tranché une bonne fois pour toutes. Vous savez qu'il n'ait pas peur du débat. On peut même trancher ça avant le mois de juin. Alors, il n'y aura plus de problème. Le référendum, a priori, n'aura pas lieu. Il y a des propositions. Mais on peut continuer de se battre. Et le Parti communiste français lance une grande campagne dans le pays avec tracts et affiches, 2 500 000 tracts, des dizaines de milliers d'affiches pour demander la tenue d'un référendum sur ce sujet majeur. Alors, autre question qui est liée à l'adoption, enfin, au recours au 49.3. Laurent Berger a réagi plutôt modérément par rapport à ce recours au 49.3. Il espère même que la réforme des retraites évoluera vers plus de justice sociale avant d'être adoptée. Est-ce que ce n'est pas lui qui a choisi la bonne stratégie, celle du dialogue social et du refus du blocage? Mais l'avenir le dira, parce que celui qui a choisi le dialogue et la soi-disant négociation avec le gouvernement se retrouve enfermé dans une conférence de financement... Celui, c'est-à-dire Laurent Berger, hein? Oui. Il se trouve enfermé dans une conférence de financement où ils doivent discuter de savoir s'il faut augmenter la durée des cotisations, augmenter l'âge de départ en retraite ou baisser le niveau des pensions. Vous voyez un petit peu les conditions de la discussion? Ça veut dire que le Premier ministre a dit « Ok, discutez entre vous et décidez des efforts qu'il faudra demander aux ouvriers, aux salariés, aux fonctionnaires, aux chauffeurs de bus, à toutes les professions qui ont des métiers pénibles. Eh bien, décider ensemble des efforts qu'ils devront faire pour équilibrer le régime de retraite sans chercher aucune nouvelle source de financement, source de recettes. Chose que nous proposons justement. Et les syndicats proposent aussi de nouvelles sources de recettes, de nouvelles sources de financement pour que ce ne soit pas sur les ouvriers, sur le monde du travail, que pèsent les efforts qu'il faudra faire pour financer l'allongement de la durée de la vie. Pourquoi c'est toujours les ouvriers et le monde du travail qui payent? Pourquoi c'est jamais le capital? Pourquoi c'est jamais ces richesses que nous créons? Ce ne sont jamais les dividendes que l'on va taxer. Ce ne sont jamais les marchés financiers qui produisent les efforts. C'est toujours les mêmes, ceux qui travaillent. Pour préciser les choses, vous proposez une hausse des cotisations et des salaires, le retour à la retraite à 60 ans. Comment obliger les entreprises à augmenter les rémunérations? Comment vous faites? Mais d'abord, la hausse du SMIC, c'est le gouvernement qui le décide. Il le décide le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année. Il peut décider, le gouvernement, d'une hausse générale d'une hausse du SMIC de 20% et ensuite d'une conférence nationale des salaires pour aligner tous les autres salaires. Et ça peut être une décision d'aligner l'ensemble des salaires jusqu'à 2 500 € pour qu'ils augmentent tous selon le SMIC. Cette hausse des salaires, rien que sur le SMIC, c'est 3 milliards de cotisations en plus qui rentrent dans les caisses de l'État. Il faut que les entreprises puissent payer, quand même. Oui, bien sûr. Avec la crise qui s'annonce peut-être. C'est pour ça que nous disons qu'une hausse des salaires doit s'accompagner d'une politique ambitieuse en matière de réindustrialisation de notre pays et en matière de services publics où il y a des besoins énormes, y compris dans nos hôpitaux publics, notamment quand ils doivent faire face à une épidémie. Il y a des besoins énormes. Il faut embaucher et dans nos services publics et de l'autre côté, relocaliser la production de nos biens industriels. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour nos cotisations, notamment retraite et de sécurité sociale, et c'est bon pour le climat, parce que quand on fait venir de pays éloignés, d'Asie notamment, des frigos, des chaînes, des télévisions, des machines à laver, ce n'est pas bon pour le climat, ce n'est pas bon pour l'emploi. Nous proposons, de relocaliser les productions dans notre pays pour l'environnement, pour l'emploi et pour financer notre système de retraite. Une autre question, après donc ce premier texte, donc qui va être adopté via le 49.3, un deuxième texte, le projet de loi organique sur le financement comprenant la règle d'or, l'organisation et la gouvernance, va venir rapidement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez adopter la même stratégie, entre guillemets, d'obstruction? Ça, c'est sûr que nous ferons tout pour nous faire entendre. Mais enfin, Monsieur Aziza, quels moyens ont les députés aujourd'hui pour exprimer leur opinion, pour exprimer leurs propositions ou pour faire éclater la vérité quand elle ne veut pas être dite par la majorité? Quels moyens avons-nous? On nous traite, on nous accuse d'avoir déposé des amendements point virgule, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai que par contre, nous avons déposé des amendements où nous changeons un mot par un autre. Mais c'est ce qu'on vous reproche d'ailleurs. Chacun de ces amendements nous donne l'occasion de parler 2 minutes et de poser des questions aux rapporteurs ou aux ministres sur des professions très précises. J'ai beaucoup, interpellé le ministre des Retraites sur les aides-soignantes qui aujourd'hui ont le droit de partir à la retraite dans les hôpitaux publics à l'âge de 57 ans.
et qui devront travailler demain avec ce texte de loi jusqu'à 62, 63 ans. C'est ça la vérité. Ils ne veulent pas le dire. On a parlé aussi des chauffeurs de bus, parce qu'en supprimant les régimes spéciaux, aujourd'hui, les agents de la RATP, conducteurs de bus, peuvent partir à 55 ans. Et nous demandons que les chauffeurs de bus du Havre, de Valenciennes, de Lille ou de Marseille soient alignés sur ce régime-là, alors qu'aujourd'hui, on va tous aligner par le bas. C'est ça. Donc, notre droit d'amendement nous permet de poser des questions et en même temps de faire des propositions. Donc, à chacun de ces amendements, nous avons mis en avant la possibilité de moduler les cotisations des entreprises en fonction de leur politique, en faveur de l'environnement, des salaires, de l'égalité salariale femmes-hommes. Par exemple, ce sont autant de prises de parole pour expliquer que d'autres choix existent. Alors, on en vient au second sujet qui fait l'actualité de ce week-end. C'est le sujet, le débat le plus important, c'est la crise sanitaire autour de la propagation du coronavirus. Est-ce que le président Macron et son gouvernement ont pris les bonnes décisions, ou est-ce qu'on en a fait trop au nom du principe de précaution ? Non, je suis moi plutôt favorable au principe de précaution, parce que il y a les scientifiques qui nous disent la réalité des connaissances dans ce domaine, et le rôle des politiques, c'est de prendre les mesures les plus sérieuses pour protéger la population face à un virus qui a une force de propagation qui est très élevée et un taux de mortalité 10 fois plus important que la grippe. 10 fois plus importante que la grippe, quand même, il faut le rappeler. Ouais. Et donc, je ne souhaite pas qu'il y ait plusieurs milliers de personnes infectées dans notre pays, ce qui provoquerait donc des dizaines de cas de morts. Donc, nous devons prendre Alors, tous les certains moyens. scientifiques disent que on peut atteindre jusqu'à 5 à 10 millions de personnes qui pourraient être touchées par ce virus. Hein. C'est bien pour ça que donc, la situation est suffisamment grave pour que le gouvernement mette en place une cellule de crise quotidienne qui se réunit. Alors, il y a eu un conseil de défense. Ouais. Oui, mais effectivement, nous demandons à ce que cette cellule de crise fasse tout son travail. C'est elle qui a les éléments de connaissance, qui doit prendre les mesures. C'est pour ça que j'aimerais bien que le Premier ministre soit un Premier ministre à temps plein et pas un Premier ministre qui fait aussi campagne électorale au Havre. Ça veut dire qu'il renonce à être candidat au Havre ? Ce n'est pas l'heure de faire du tourisme électoral, c'est l'heure de se consacrer à temps plein à une épidémie qui arrive dans notre pays et avec des décisions qui devront être prises quotidiennement parce que l'évolution... Une précision, ça veut dire quoi ? Que le Premier ministre devrait arrêter de faire campagne ? Oui, je pense que le Premier ministre doit être quotidiennement à son poste pour gérer cette épidémie qui arrive sur notre pays, avec des décisions importantes à prendre. Je fais confiance à nos personnels de santé, à notre système de santé publique qui est un des plus efficaces au monde. Mais nous savons aussi que nos hôpitaux sont sous tension. Les personnels de santé sont à bout. Ils manifestent d'ailleurs depuis des mois pour dire qu'on a fermé trop de lits dans notre pays, qu'il manque du personnel, qu'il manque des lits pour soigner les personnes qui sont dans les urgences. Or, il y a une épidémie qui arrive ici. Comment va-t-on faire pour la gérer ? Il y a besoin... J'ai demandé au Premier ministre, lors de la réunion qui s'est tenue à Matignon à laquelle j'étais, j'ai demandé, au nom du Parti communiste français, à ce qu'il y ait des moyens supplémentaires qui soient donnés rapidement à nos hôpitaux publics pour faire face Quels moyens ? Des moyens humains. On a des personnels de santé qui sont à bout. Si en plus, ils sont contaminés et qu'ils doivent être confinés, comme c'est le cas déjà dans plusieurs hôpitaux, il va falloir embaucher rapidement pour prêter main forte aux personnels qui sont aujourd'hui à bout. Donc il y a des décisions urgentes à prendre. Il y aura des décisions de confinement à prendre. Et il y a besoin de cohérence. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi on demande aux maires de demander à des personnels qui arrivent d'Italie, de Venise, de rester confinés chez eux et de ne pas mettre leurs enfants à l'école et de rester chez eux. Et en même temps, ces mêmes familles qui arrivent de Venise par avion à l'aéroport de Beauvais, par exemple, chez moi, eh bien, rentrent tranquillement chez eux, vont en restaurant, mettent de l'essence, disent bonjour à papa, maman. Donc vous dites qu'il y a un dysfonctionnement quelque part ? Quand ils arrivent chez eux, dans ma bonne ville de Saint-Amand-les-Eaux, on leur dit, eh bien, là, il faut rester confiné. Trop tard, parce que le temps de faire le trajet, ils ont peut-être contaminé du monde. Donc, quel dispositif est-il pris pour que, dans nos aéroports, quand les gens arrivent de ces régions, à risque, eh bien que tout de suite, ils soient mis en confinement ou testés sur le coronavirus. Autre question importante, les experts économiques prévoient des conséquences de cette crise du coronavirus sur la croissance. Qu'est-ce qu'il faut faire si la situation se dégrade ? Est-ce qu'il faut éventuellement réfléchir à un plan pour aider les entreprises, pour faire en sorte que le chômage ne progresse pas ?
Alors certainement que les mesures de confinement vont imposer à des entreprises, mais comme aux collectivités d'ailleurs, de demander à des salariés de rester chez eux. Je pense à des PME avec peu de salariés, et ça peut peut-être perturber le travail et les productions. Et il y a des mesures qui peuvent être mises en place de manière urgente pour compenser ces pertes de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est facile à mettre en œuvre, et il faut pouvoir le mettre en œuvre. Je note que on a un problème, oui, de production de médicaments. Vous savez que notre pays dépend de la Chine, dépend pour 80% des principes actifs qui constituent les médicaments sont produits hors d'Europe. Vous vous rendez compte un petit peu qu'aujourd'hui nous sommes donc dépendants, notamment de la Chine, et donc il faut relocaliser un certain nombre de sites industriels, ces produits de première urgence. Et vous savez que ça peut pas se faire du jour au lendemain, ça prend des années. Il y a aussi des scientifiques qui regrettent que l'on n'ait pas mis davantage de moyens dans la recherche fondamentale. Ce n'est pas la première fois que il y a sur la planète des virus de ce type, comme Ebola ou comme d'autres. Il faut y travailler sur le long terme. On ne peut pas demander à des scientifiques de trouver un vaccin dans l'urgence, et une fois que le virus est passé, eh bien, on oublie de faire de la recherche sur la connaissance de l'ensemble de ces virus. Deux dernières questions en 2 minutes. Est-ce qu'il faudra envisager un report des élections municipales si l'épidémie du coronavirus venait à s'étendre en passant au stade 3 d'ici au 15 mars ? Report ou pas des municipales, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? On peut créer les conditions pour que dans les bureaux de vote, il y ait de quoi se laver les mains et ne pas transmettre le virus si nous étions au stade 3. Dans un isoloir, quand même, nous ne sommes pas dans un stade, hein, on est tout seul dans l'isoloir. Et puis on vote. Mais c'est une possibilité ou pas que vous envisagez ? Je souhaite pas qu'on en arrive là, bien sûr. Déjà, le gouvernement utilise le 49.3 pour faire passer en force sa réforme des retraites. Si demain, il annulait les élections municipales sous prétexte de coronavirus, ce serait quand même discutable, je pense. Et donc, je ne souhaite pas, je ne pense pas que l'on en arrive là. Dernière question. Est-ce que, comme l'actrice Adèle Haenel, vous considérez que le César du meilleur réalisateur accordé à Roman Polanski pour J'accuse est une honte ? Je pense que le César de la dignité est à accorder à cette actrice qui a eu le courage d'exprimer et sa souffrance et sa colère en quittant avec d'autres cette cérémonie. Et je ne comprends pas que l'on ait pu décerner à un homme qui a été condamné, puis qui fait aujourd'hui l'objet de poursuites encore. C'est incompréhensible. Je souhaite que toute la justice fasse la lumière et qu'elle puisse s'exercer, en tout cas, concernant ces affaires qui concernent Roman Polanski. Merci en tout cas Fabien Roussel d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve tout de suite avec Julien Denormandie, le ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci.